Évidemment, il y a la PAC, et donc c'est un peu pourquoi on est là ce soir. Donc, c'est vrai que, donc, comme vous le savez peut-être, je suis à la commission agricole du Parlement européen, je suis vice-président de la commission de l'agriculture et du développement rural, et bien évidemment, on est rentré depuis 2010 maintenant dans un débat qui doit amener à un changement de la politique agricole commune pour janvier 2014. Et donc c'est l'échéance 2014 qu'on est en train de travailler, une échéance 2014-2020, donc une PAC qui devrait être changée pour cette période-là. Qui est le président? Qui est le président? Alors le président de la commission d'agriculture, c'est un Italien, qui s'appelle M. Paolo Di Castro, qui a été ministre de l'Agriculture dans le passé, sous le gouvernement de Prodi, donc gouvernement arc-en-ciel à gauche, et donc il était ministre de l'Agriculture. Et donc on est en train de débattre, on a lancé donc au mois d'octobre, le commissaire européen a lancé le débat au mois d'octobre en juillet d'abord 2010, puis il a fait ses premières propositions au mois de novembre 2011, et là on est en train donc de débattre des propositions législatives qui doivent rentrer en vigueur à partir de 2014. Et donc c'est évidemment un débat énorme, mais qu'on ne peut comprendre que si on a toute l'histoire de la politique agricole commune depuis sa naissance, c'est-à-dire en 1962. Et donc c'est un peu pour ça que j'ai voulu faire le livre qui s'appelle donc Changeons de cap, changeons de PAC, pour bien inscrire la réflexion de chacun dans cette histoire, dans ces 50 années de construction de la politique agricole, et surtout pour dire que cette question-là, elle est trop importante pour la laisser au seul lobby et aux seuls techniciens européens, je dirais même, voire aux seuls États ou députés européens. Et il faut que tous les citoyens se réapproprient ce débat sur l'agriculture, parce qu'en fait, c'est chacun qui la finance. Et chacun, tous les ans, vous donnez 106 € pour financer la PAC. Sur vos impôts, il y a 106 € par citoyen européen qui vont au financement de la politique agricole. Donc c'est tout à fait normal qu'après tout, chacun puisse décider collectivement vers où il veut qu'on aille mettre son argent. Est-ce qu'on veut plus d'agriculteurs? Quelle taille d'exploitation? Est-ce qu'on veut plus d'agriculture chimique, plus d'agriculture tournée vers l'exportation, ou plus d'agriculture de proximité? Est-ce qu'on a une agriculture qui utilise des pesticides, une agriculture plutôt vers le bio? C'est tout ce débat qui est en train en fait d'être posé à travers la réforme de la PAC qu'on est en train de discuter. La PAC, c'est européen? Alors la PAC, c'est politique agricole commune. Et donc c'est quelque chose donc, qui est issu du traité de Rome. Donc traité de Rome 1957, c'est les fondements de l'Europe. Et un des piliers du traité de Rome, c'est l'agriculture. Et en 1962, en fait, c'est la première véritable politique européenne qui est créée et qui en réalité a été longtemps la seule et qui aujourd'hui absorbe encore 42% du budget européen. Alors on va me dire c'est beaucoup, 42% du budget européen, au début c'était 80% du budget européen, aujourd'hui c'est encore 42%. Le fait ne vient pas du fait que l'agriculture dépense beaucoup d'argent, c'est que le budget européen est rikiki. C'est-à-dire qu'en fait le budget européen représente moins de 1% du produit intérieur brut de l'Europe. C'est-à-dire que toute la production européenne, la richesse européenne produite, eh bien il n'y en a que 1% qui sert à faire le budget européen, ce qui est rien. Si vous regardez sur un État, si on prenait l'Europe comme un État, si on regarde les États-Unis à côté, le budget fédéral, puisqu'aux États-Unis, vous savez que les États ont chacun leur gouvernement, chacun leur politique, chacun leur budget, mais une partie ensuite sert au financement fédéral aux États-Unis. Donc il y a la politique fédérale avec à sa tête Obama. Eh bien, le budget des États-Unis, en comparaison, c'est 20% du PIB. Donc, quand on parle d'Europe aujourd'hui, il faudrait plutôt qu'on parle de nain européen, d'une Europe qui n'a pas du tout la force qu'elle devrait avoir pour mener la politique dans tous les autres secteurs que simplement celui de l'agriculture. Et donc, le grand risque qu'on a actuellement avec les États, les 27 États européens, c'est qu'il y a pas mal d'États un peu égoïstes qui préfèrent qu'on diminue l'argent de la PAC pour financer d'autres projets, plutôt que de se dire, et si on était intelligent et qu'on cherchait
des ressources propres à l'Union européenne pour pouvoir avoir d'autres projets, être plus ambitieux en termes environnementaux, mais je dirais en termes de transport, en termes d'énergie, en termes de mutation écologique de la production. Tout ça, ça pourrait se faire, simplement on n'a pas les moyens aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une bataille entre un certain nombre d'États qui veulent surtout restreindre et surtout pas augmenter le budget de l'Europe pour garder chacun leur pouvoir chez eux. Or, on voit bien que malheureusement, cette solution est en train de créer plus de problèmes que d'apporter de solutions. Et c'est pour ça que le Parlement européen a été le premier à voter à plusieurs reprises. La Commission a donné son accord aussi. Pour l'instant, les États ont dit non. Mais on a voté la mise en place de la taxe sur les transactions financières, ce qu'on appelle la taxe Tobin. Le Parlement européen l'a voté, et si aujourd'hui on la mettait en place telle que le Parlement européen l'a voté à la très large majorité, ça rapporterait dans les caisses de l'Europe à peu près 200 milliards d'euros par an. C'est-à-dire qu'on fait plus que doubler le budget aujourd'hui européen si on applique la taxe sur les transactions financières. Donc on voit bien, et sans que ça coûte un centime de plus aux États ni aux concitoyens. Donc on est dans un débat très singulier. C'est important de dire les choses comme ça parce que ça permet de se rendre compte un peu aujourd'hui qui c'est qui décide et qui c'est qui fait les blocages. Et on se rend compte voilà, que le vrai problème aujourd'hui, c'est que les États sont toujours complètement contrôle en fait. Et donc souvent on critique l'Europe, on entend à la télé, à la radio des critiques sur l'Europe. Ce qu'on devrait plutôt critiquer, c'est l'égoïsme des États qui, eux, ne veulent pas un renforcement de politique intégrée qui permettrait de trouver des solutions. Et donc, voilà, donc le débat, il est là, et c'est pour ça qu'on se bat aussi pour rééquilibrer le Parlement européen par rapport au Conseil, le Conseil étant les chefs d'État et de gouvernement, et dont on connaît le couple historique, bien sûr, dont je ne rappellerai pas le nom, qui défraye la chronique régulièrement depuis des années, et dont on espère peut-être, voilà, que, je ne sais pas s'ils vont divorcer, mais au moins qu'ils rentrent chacun à la maison, enfin, là je m'engage. Donc ils s'occupent de leurs enfants respectifs, il y en a un qui a un enfant en bas âge, et il faudrait bien qu'il s'occupe de sa petite fille, je pense que ça lui ferait beaucoup de bien. Bon, mais peut-être que je vais répondre à des questions, parce que sinon je vais partir, et je peux partir des heures pour parler de la PAC. Donc voilà, en gros, le livre, ça fait l'histoire. On pose des problèmes qui ont été de la politique agricole telle qu'elle a été construite, les choses positives, les choses qui ont bien moins marché, les problèmes de fond du modèle qui a été mis en place, et puis en gros, on essaie d'ouvrir quelques pistes pour dire dans quelle direction on peut aller. Parce qu'effectivement, on se rend compte que en 50 ans, le paysage agricole a complètement évolué. Ce sont des millions d'agriculteurs qui ont mis la clé sous la porte. Les problèmes sanitaires se sont développés, les problèmes environnementaux aussi. Actuellement, on a le réchauffement climatique qui devient une donnée centrale dans la définition des politiques agricoles. Et en même temps, il faut qu'on essaye de réguler l'offre et la demande avec des outils qui permettent qu'il y ait une harmonisation de l'offre et de la demande. Donc voilà, tout ça, ce sont des questions qui aujourd'hui sont posées, sont sur la table. Comment on y répond? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ça c'est des vrais problèmes. Et puis parfois, après, il y a des problèmes annexes, qui ne sont pas quand même si annexes que ça, et c'est pour ça que là, on s'est battu ces derniers mois dessus, peut-être que vous avez vu ça dans la presse, c'est quand un certain nombre de pays, 7 pays, ont décidé de bloquer l'aide aux plus défavorisés, l'aide alimentaire aux plus défavorisés. Et ça a été quand même terrible, puisque c'est l'Allemagne qui a dit qu'on n'avait pas le droit de dépenser de l'argent pour aider les plus défavorisés, que c'était des politiques sociales des États, alors qu'en fait c'est une politique qui date depuis plus de 20 ans et qui est une vraie décision de solidarité, puisqu'un des objectifs de la politique agricole, c'est de permettre à tout le monde de se nourrir correctement sur le territoire européen. Or, il y a actuellement entre 18 et 20 millions de personnes qui ne mangent que parce qu'elles ont l'aide alimentaire. Et cette aide alimentaire revient à 480 millions d'euros par an à l'Europe, soit 1%, moins de 1% du budget de la politique agricole commune. Combien y a-t-il de personnes qui ne vivent pas sans aide alimentaire? Entre 18 et 20 millions, c'est actuellement, quand on reprend l'ensemble des associations qui donnent à manger de manière bénévole
aux populations les plus marginalisées, il y a entre 18 et 20 millions de personnes qui ne mangeraient pas s'il n'y avait pas cette aide. Et on est passé en 20 ans d'une aide qui était un complément alimentaire à une aide aujourd'hui où c'est le repas complet dont les gens ont besoin. Donc il y a vraiment une modification et on est en train de voir, moi j'étais avec les gens de la Banque alimentaire la semaine dernière à Bordeaux, ils voient de plus en plus de familles venir, toutes les générations, et quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Et c'est plus simplement des pades momentanés, mais ça devient vraiment aujourd'hui un système. Donc avec l'augmentation de la pauvreté, on est déjà au niveau européen recensé par la Commission européenne, on a plus de 40 millions d'Européens en dessous du seuil de pauvreté. Et avec les crises qui sont en train de continuer, donc avec 40 millions, je pense qu'on va arriver à 50 millions dans pas longtemps, ça fait un Européen sur 10 qui est en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est quand même une drôle de situation dans laquelle on est, et c'est vrai que malheureusement, ça ne va pas en s'améliorant, et que si on ne vient pas en aide directement aux gens pour leur permettre de vivre, on se demande à quoi ça sert de faire l'Europe. Justement, vous parliez tout à l'heure des agriculteurs, c'est un gros problème. Je pense qu'il faudrait quand même une politique pour aider les petits, pas les gros, hein, les petits. Parce que les gros, ils n'en ont pas besoin et c'est le contraire. Et qu'on soutient souvent. Il faudrait quand même un peu plus aider pour justement que les jeunes restent dans nos campagnes et tout ça. C'est important, ça. Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu, Madame pose la question de la redistribution en fait des aides, comment on pourrait redistribuer les aides pour que ce soit les plus petits agriculteurs, ceux qui en ont réellement besoin, qui en bénéficient, et pas que ces aides aillent à ceux qui ont déjà pas mal de biens et qui n'ont pas forcément besoin. Bon. Ça, c'est une vraie question et qui est un problème qu'on connaît au niveau de l'Europe maintenant depuis plus de 10 ans, 15 ans, je dirais, où on a 80% des aides qui vont à 20% des agriculteurs. Donc ça, c'est un chiffre officiel de la Commission européenne. Il a déjà été dénoncé en 1992, 80% des aides à 20% des agriculteurs. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, évidemment, il y a un accaparement des aides publiques. Et il y a 50% des agriculteurs qui ne touchent rien. Soit parce qu'ils sont dans des productions qui ne sont pas aidées, soit parce qu'ils ont une taille qui n'est pas suffisante, soit pour des tas d'autres raisons. Donc, la première chose qu'on demande et qui est à l'ordre du jour du débat, c'est l'arrêt des aides historiques. C'est-à-dire qu'on casse les aides telles qu'elles ont été données jusqu'à présent. Parce qu'aujourd'hui, en fonction, il y avait plusieurs critères qui constituent les aides qui sont données aujourd'hui. Le premier critère, c'était quelle production vous faisiez. Si vous avez 1 hectare, par exemple, de maïs pour l'irrigation, au moment où ces aides ont été données au départ, c'est-à-dire avant l'euro, c'était 3500 francs de l'hectare pour 1 hectare de maïs irrigué. Si vous faisiez de l'herbe pour nourrir des vaches, donc 1 hectare de pâturage, vous aviez le droit à 350 francs. C'est-à-dire 10 fois moins. Si ensuite vous multipliez par le nombre d'hectares, eh bien vous voyez qu'on a une différenciation qui augmente. Il y en a un qui va nourrir et qui ne mettra pas en péril l'équilibre écologique, qui ne retournera pas les prairies et donc il n'y aura pas de CO2 émis en plus. De l'autre côté, on aura de l'eau qui sera pompée, des nitrates qui seront utilisés en quantité, avec des effets induits qui seront payés par la collectivité à travers les impôts, alors qu'il aura eu le plus d'aide. Donc on a un système très pervers qui a été mis en place. Et donc plus on a d'hectares, plus on avait d'aide. En 2003, quand Mme Fischer-Boel, la précédente commissaire européenne, est arrivée, elle a dit on va figer les situations et on va transformer toutes les aides que les gens avaient en dotation à l'hectare. Ce qui revenait à la même chose, sauf qu'au lieu de faire le calcul, celui qui avait 100 hectares de céréales irriguées, eh ben, on divisait ces aides par 100 hectares et ça lui faisait X centaines d'euros à l'hectare. Celui qui avait que des prairies, il se retrouvait avec quelques euros à l'hectare et il était mort. Et donc ça, c'est ce système qui est là encore aujourd'hui. Donc ce système, on veut le casser pour revenir sur une répartition d'aide à l'hectare qui soit équivalente, quels que soient les modes de production, et qui soit plafonnée.
C'est-à-dire que l'aide soit limitée à un certain nombre d'hectares. Si on ne limite pas à un certain nombre d'hectares, après, on arrive dans des systèmes invraisemblables. Le problème, c'est que ce qu'on nous propose actuellement comme plafonnement est très élevé. C'est-à-dire qu'on ne commence à plafonner qu'à partir de 300 000 € d'aide. C'est ce qu'on nous propose. Et 300 000 € d'aide, et il faudrait aussi, parce qu'évidemment, le problème, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui touchent les aides, dont l'agriculture n'est pas forcément le premier métier. Hein? Il y a le prince de Monaco, bien connu. Il y a la princesse d'Alba en Espagne. Il y a celle dont on vient de fêter les 60 ans de règne en Grande-Bretagne. Et on peut comme ça, qui est la première bénéficiaire en Grande-Bretagne. La reine d'Angleterre est la première bénéficiaire de la PAC en Grande-Bretagne. Et donc, le système qui vient d'être mis en place, pour nous, est vraiment... Mais oui, c'est impensable, c'est pour ça que je vous le dis. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut que les citoyens ils sachent. Écoutez, on nous srine pour bio, pour machin, pour ceci, les campagnes. Mais il faut voir, il faut l'entretenir, la campagne. Il n'y a que les petits qui pourront le faire, qui le feront actuellement et qui le feront encore. C'est pas le gros. Lui, il n'en a rien à faire. Lui, il nous ment, il nous vend des choses qui nous empoisonnent, et puis c'est encore lui qui touche le plus d'argent. Alors, on marche vraiment sur la tête, et ça fait des années. Hein. Ben, c'est pour ça qu'on a ce débat. Et c'est pour ça que je suis là devant vous, pour vous dire, prenez le débat en charge. Hein, parce que moi, je suis fatigué de le faire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une politique plus offensive pour que les prix des produits agricoles permettent aux agriculteurs de vivre sans qu'on ait besoin de leur donner des aides? Parce que franchement, ils travaillent, et pourquoi en vendant leurs produits n'ont-ils pas le salaire de leur travail? Pourquoi faut-il nécessairement des aides? Ça met tous les autres, toute la population à dos des agriculteurs. On dit on dépense de l'argent pour eux, alors que eux, ils ne demandent pas l'aumône, ils voudraient avoir le salaire de leur travail. Alors la question, parce que je traduis pour ceux qui sont au fond, c'est pourquoi est-ce que les agriculteurs aujourd'hui, plutôt que de vivre avec des aides, n'auraient pas des prix qui puissent rémunérer leur travail? Tous les gros. Surtout les gros et même les petits. Alors, les gros n'ont pas de problème, ils touchent suffisamment. Alors ça vise aussi le sujet. On va essayer de répondre à ça. Parce qu'ils n'ont pas le droit de... Ils sont obligés de passer par un intermédiaire. Oh non, mais ça c'est encore un autre débat. Oui, on leur donne rien. Mais ça c'est un autre débat. Oui. Alors le premier débat c'est le prix. Et le deuxième débat, c'est la répartition de la plus-value dans la chaîne alimentaire. Voilà, ça c'est un autre débat, on en parle après, je vous le dis après. Il y a tout à refaire. Hein. Sur le prix, il y a beaucoup de choses à refaire. Et donc, on n'y arrivera pas si on est tout seul. Et c'est pour ça qu'il faut que les gens, dans leur association, des syndicats, des partis, peu importe, mais où les associations concrètement, dans des réseaux de proximité, interpellent leurs élus, interpellent les gens pour obliger à ce que le débat soit réglé. Genre, je fais juste cette petite, cette petite parenthèse. Sur la question, par exemple, de l'accès à la terre. Si vous voulez que vous ayez des agriculteurs qui fassent du maraîchage de proximité, des produits agricoles de proximité, allez, autour de Strasbourg, eh bien, ce qu'il faut, c'est obliger la collectivité, même si elle en a un peu pris conscience, parce qu'il y a des élus qui travaillent dans cette direction-là, à réquisitionner le foncier et à obliger à faire une ceinture verte et que tout ne parte pas à l'urbanisme, à l'étalement urbain. Qu'on gêne le foncier et que le foncier puisse être mis à travers des établissements publics régionaux ou locaux à disposition de l'installation d'agriculture. Ça, c'est de la responsabilité de chaque citoyen dans une commune de pouvoir le faire dans les questions de quartier, etc. On peut développer les jardins qu'on appelait les jardins ouvriers, qui sont des jardins partagés aujourd'hui, etc., etc. Donc ça, c'est des choses concrètes. Je reviens à mes prix. Le problème des prix, c'est que jusqu'en 1992, il y avait un prix intérieur européen et un prix extérieur de l'Europe. Le prix intérieur européen était calculé en fonction des coûts de production internes à l'Europe. Et donc les aides qui étaient distribuées étaient là
pour faire en sorte que ce prix se maintienne en fonction de ce que ça coûtait aux agriculteurs. Mais en 1992, il y a eu la première réforme de la PAC qui s'est inscrite dans le cadre d'une négociation internationale qui s'appelait le GATT, qui a donné naissance en 1995 à l'OMC. Or, dans le cadre de cette négociation, les choses ont été très claires, il ne pouvait pas avoir de différence entre le prix intérieur et le prix du marché international. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de vendre en dessous du prix. On avait, plus exactement, quand on vendait un produit, il fallait que le prix interne du produit, par exemple l'Europe, et le prix du marché soient le même. Ce qui fait qu'il a fallu aligner tous les prix agricoles sur le prix mondial. Et là, nous, on leur a dit, vous êtes fous, parce que le prix mondial n'a pas de valeur économique. C'est un prix artificiel qui est en général le prix de celui qui exporte le plus avec les conditions souvent agroclimatiques les plus favorables. Et des aides aussi. Mais, alors, parfois pour les États-Unis, mais en gros on va dire que les États-Unis et l'Europe, pour parler simple, sont à peu près dans les mêmes conditions. Mais par exemple sur le lait de vache, dites-moi d'après vous quel est le pays qui fixe le prix mondial du lait? Pour les, hein? C'est la bourse. Oui et non, non, c'est pas la Suisse. Non, non, il y a un pays qui produit le lait le moins cher du monde, non. Non, c'est pas européen. C'est pas l'Australie, on se rapproche. Bravo, la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, elle fait moins de 1% de la production mondiale de lait. Eh bien, c'est moins de 1% d'un pays où il y a de l'herbe qui pousse toute la journée, toute l'année, 365 jours, parce qu'il pleut tout le temps et que c'est vert et qu'il y a des prairies. Donc ils nourrissent des vaches à l'herbe avec très peu de frais. Comme ils ont une très faible population, il n'y a que 4 millions d'habitants, bah, toute la production part à l'export. Et donc avec une production qu'ils ont, avec une occupation du territoire optimale, maximale, eh ben, ils sont capables de mettre sur le marché un paquet de lait qui représente moins d'1% de la production mondiale, mais qui fait le prix. Il n'y a pas un pays qui est capable de rivaliser. Les technocrates acceptent ça. Mais ça, c'est le problème, c'est que c'est les marchés, là, après. Monsieur, là, on parle des marchés, là, on est des gens sérieux, là. Et après, là-dessus, il y a ceux qui vont spéculer sur le marché. Et donc, quand vous avez un kilo de céréales qui se vend sur le marché mondial, ben, ce kilo de lait qui se vend, avant d'arriver réellement à destination, il a été vendu 20 fois par des gens qui ne l'ont jamais vu. Qui n'ont même pas acheté. On est donc dans la question uniquement de la spéculation sur des marchés uniquement spéculatifs. Et des gens, donc, et après il y a ceux qui peuvent s'assurer sur la spéculation. Et comme on voit pour les pays, ceux qui ont pris par exemple les assurances sur la dette grecque. L'assurance ne fonctionne que si, évidemment, la Grèce plonge. Et si la Grèce plonge, on touche le fric. Oui, mais c'est fait pour. Mais il y a des gens. C'est fait pour. Oui, mais sauf qu'il y a des gens, et c'est ça qui est extraordinaire dans ce système, c'est que vous pouvez avoir une assurance sur la dette d'un pays sans avoir de dette ou d'obligation de ce pays. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une assurance, c'est comme vous, si vous vous assurez demain sur la maison de votre voisin et que vous fassiez tout pour que la maison de votre voisin brûle. Et dans ces cas-là, en fait, la maison ne vous appartient pas, mais vous avez une part d'assurance de votre voisin. Donc, vous gagnez les frics sur et vous allez toucher. Et donc, on a intérêt, et quand on est dans cette situation-là, on a intérêt de la catastrophe. Ça, je fais juste cette petite parenthèse pour que vous compreniez ce qui se passe en Grèce. Ah, bah, c'est sûr. Là, on est dans un système de cinglé. Ah, mais Donc, le prix mondial, il est fait comme ça. On le voit sur les céréales. Et alors, le problème, c'est qu'en fait, il n'y a que 10% des produits agricoles produits dans le monde qui circulent d'un continent à l'autre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'il y a des quantités astronomiques de produits qui circulent. Ça fait moins de 10% de chaque produit qui circule. Donc c'est dérisoire. Mais ces 10% imposent le prix aux 90 autres. Et pour chacun des produits, il y a à peu près 4 ou 5 entreprises transnationales qui contrôlent l'ensemble du marché. Donc on est sur un système très concentré de marché agricole, avec des prix très bas, spéculatifs, et c'est cela qui a été fixé dans les règles internationales par le GATT, puis ensuite par l'OMC. Et c'est pour ça qu'on se bagarre depuis le milieu des années 80, depuis 86, depuis
l'Uruguay Round, depuis que ce cycle de négociation a commencé, qu'on se bat contre cette logique du libre-échange qui ne veut rien dire, c'est-à-dire qui n'a pas de notion économique. On n'est pas dans l'économie réelle, on fait de l'économie virtuelle. Oui, mais il y en a qui. Ah ben bien sûr qu'il y en a qui en touchent. À mon avis, il faut mieux aller, vous allez voir votre banquier et vous dites que vous voulez prendre des bons sur le marché des céréales. Et bien il va vous les proposer. Bien sûr. Hein, moi j'ai même eu le Crédit Agricole, mais il ne faut pas le citer, il ne faut pas faire de publicité, qui m'a appelé pour me demander, mais ce n'était pas quelqu'un de ma caisse locale, hein, est-ce que vous ne voulez pas nous acheter des bons céréales parce que les prix sont en train de monter, ça va être intéressant. Donc plutôt que de prendre une assurance vie, une assurance ci, une assurance là, prenez des bons céréales. Mais c'est des actions. Hein, c'est fabuleux comme histoire, c'est extraordinaire. Donc on est dans des systèmes un peu cinglés. Donc le prix, le problème, c'est qu'on est dans ce système. Donc le système mondial du prix est complètement détruit. Donc c'est le premier élément. Et c'est pour ça que les aides ont été mises en place pour compenser les prix. Et ce qui fait que les agriculteurs aujourd'hui sont étranglés. C'est-à-dire que les prix des matières premières ne couvrent pas le coût de production, et donc les aides ont été mises en place pour faire le complément. Et au lieu de faire des aides à la personne, ce qui aurait été cohérent, ça a été décrété interdit par l'OMC. Parce qu'il ne fallait pas que les aides puissent être considérées comme des distorsions de concurrence. Et comme il ne fallait pas que ce soit des distorsions de concurrence, il fallait faire une coupure entre les aides et le prix du marché. Donc les aides doivent de moins en moins avoir avec la réalité des coûts de production. Sauf que personne n'est dupe et que c'est quand même ça. Mais on les a mis en vert, par exemple, on fait des aides agro-environnementales, des tas de conneries comme ça, dont on sait en réalité que ce n'est pas du tout ça l'objectif. Que le but c'est de faire un complément de revenus. Le problème c'est qu'en fait, plus on a eu d'aides, on a des gens qui ont cumulé après les fluctuations des prix sur les marchés. On a vu par exemple le prix des céréales qui a flambé ces dernières années parce qu'il y a eu de la spéculation sur le prix des céréales, mais les aides sont restées au même niveau. Alors qu'il aurait fallu que plus les prix montent, que les aides diminuent en parallèle, pour qu'en réalité ça lisse. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que par exemple une des propositions c'est de faire que les aides soient par exemple distribuées sur plusieurs années, ce qu'on appelle des aides contracycliques, avec des compensations de baisse et de hausse en fonction du cours des produits. Ça pourrait être une façon d'harmoniser les histoires. Et alors après, une fois qu'on a passé tout ça à la moulinette, que le producteur a son prix mondial qui ne décide pas, qui est un prix dérisoire, qui vend à un transformateur ou qui vend à la distribution, et bien là il y a une partie, évidemment, de ce qui de lui devrait lui revenir par la vente du produit final qui est capté par les transformateurs ou par la distribution. Et la Commission a calculé qu'entre 1995 et 2010, la part qui revenait aux agriculteurs, qui était de 30% de la plus-value dans l'ensemble de la chaîne alimentaire, est passée à 21%. C'est-à-dire qu'il y a un tiers de la plus-value qui devait revenir aux agriculteurs qui a été capté par la grande distribution ou par les grands transformateurs. Donc on est encore dans un autre niveau de problème et qui fait que l'agriculteur est souvent complètement acculé, n'a aucun moyen de se défendre dans cette situation-là. Alors on lui dit, ben, vous avez qu'à vous organiser, et puis on va faire, par exemple, pour le lait de vache, c'est en train d'être discuté, on a voté aujourd'hui, c'est dérisoire, on va permettre aux gens de mieux s'organiser pour négocier face aux industriels. C'est vraiment prendre les industriels comme des imbéciles, puisque de toute façon, ils n'ont pas le pouvoir d'imposer un rapport de force. Donc les industriels, ben, ils vont faire exactement ce qu'ils veulent. Simplement, voilà, l'Europe croira, enfin certains en Europe croiront qu'ils ont fait un pas, et quand la prochaine crise laitière arrivera, ils diront, ah ben ça n'aura pas suffi. Et puis dans le même temps, on dit aux producteurs, ben, on va vous permettre de produire le lait que vous voulez, donc on va arrêter les quotas laitiers, qui avaient été mis en place parce qu'il y avait des moments où il y avait trop de lait, donc il fallait diminuer la production pour pas qu'elle augmente trop, ce qui permettait de maintenir le prix. On nous fait exploser ça et que le meilleur gagne. Le problème, c'est que quand on met les agriculteurs en concurrence entre eux, qu'il n'y a aucune régulation sur les volumes, ben, ce qui arrive, c'est qu'à un moment, on se met à produire trop par rapport au marché, à ce que le marché peut absorber. Les prix s'effondrent, les stocks se font et les plus fragiles sont en faillite.
Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement au Danemark, qui est un des pays qui a le plus libéralisé la production, où les quotas laitiers, les productions par exploitation sont passées de 400 000 litres en 10 ans à 1 million de litres par exploitation, ce qui est quand même assez important, mais où aujourd'hui les prix s'effondrent. Les prix s'effondrant, les emprunts de ces agriculteurs, ils n'arrivent plus à les rembourser. Comme ils avaient, pour pouvoir emprunter, ils avaient fait ça sur le prix de leur foncier, de leur terre, donc ils avaient mis leur terre en garantie, et bien les terres sont reprises, et maintenant le prix des terres s'effondre. Et donc les prix de la terre s'est effondré de 40% ces 2 dernières années au Danemark. Donc on voit bien un peu les dérives de ces modèles. Donc voilà, c'est pour ça qu'on essaye d'avancer. Les céréales, il y aura... Ah, attendez, on va donner la parole à d'autres personnes, parce que je sais que vous êtes très intéressés. Non, mais le... Moi, je voudrais vous dire quelque chose de plus terre à terre. Hein. J'habite donc la commune urbaine de Strasbourg. J'ai un garçon de 12 ans. Et je m'approvisionne à la BAP du coin, pas loin de chez moi. Et quand au collège, on l'emmène faire des visites chez les agriculteurs et l'emmène voir les producteurs de maïs. Alors je me demande si l'éducation nationale n'a pas son rôle à jouer là-dedans. Parce que là, j'ai l'impression de me battre contre un mastodonte et que moi, avec mon petit producteur local, on emmène les gamins voir le producteur de maïs. Alors lui, forcément, c'est pas la même... Donc je me dis que quelque part, on devrait peut-être aussi, comme on fait souvent pour le tri, par exemple, commencer par les enfants, les sensibiliser à ça. Alors je sais que dans les cantines scolaires, maintenant, on encourage une distribution des repas bio, mais même si c'est pas encore tout le temps. Mais je trouve qu'il faudrait encore faire plus à ce niveau-là pour que nos enfants prennent conscience de ça et qu'ils prennent notre relais par la suite. Écoutez, moi je suis tout à fait d'accord. On peut déjà commencer même déjà dans les lycées agricoles. Oui, aussi. Parce que c'est là qu'on forme les agriculteurs de demain, et là il y a un gros travail. Même s'il y a un certain nombre d'exploitations agricoles qui sont liées au lycée, qui sont passées en bio, n'empêche qu'il y a un énorme travail encore à faire à ce niveau-là, et que c'est vrai que dans les lycées aussi, c'est vrai que souvent, malheureusement, les professeurs n'ont pas forcément la connaissance assez pointue, ou que voilà, il y a peut-être un système de facilité qui fait qu'on va directement, parce qu'on sait que chez celui-là, c'est facile, on va monter des gros engins, ça va être spectaculaire, alors que bon, il y a des tas d'autres choses. Oui, non, je suis complètement d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a une pédagogie sur l'agriculture, et que malheureusement, on est en train d'oublier aussi un peu d'où on vient, et qu'on est en train de complètement se couper des racines agricoles. C'est-à-dire que de plus en plus aujourd'hui de gens, il y a 50 ans, chacun avait quelqu'un dans sa famille qui était paysan ou même un oncle éloigné. Aujourd'hui, on a une vraie coupure entre le monde urbain et la campagne, avec un renforcement du milieu urbain et donc un isolement de la campagne, où les paysans sont souvent, se sentent eux-mêmes complètement marginaux dans la société. Et en même temps, souvent, ils donnent les bâtons pour se faire battre eux-mêmes par certaines pratiques agricoles ou certaines pratiques syndicales. Mais bon, c'est une réalité, malheureuse. Excusez-moi, quand les lycées agricoles seront soit dépendants du ministère de l'Agriculture, alors, ça, moi je ne vais pas faire le débat du public-privé ici en Alsace. Mais le ministère de l'Agriculture, on peut avoir les mêmes dérives. Moi j'ai vu des lycées agricoles qui n'étaient pas, qui étaient dans le même modèle. La question c'est quel est le modèle agricole, qu'est-ce qu'on enseigne aux gamins, comme mode de production, comment travailler. Un des éléments de base des lycées agricoles dans le temps, c'était le travail de la terre. C'est-à-dire comment on trabouille, est-ce qu'on laboure, est-ce qu'on gratte, comment on fait. La vie du sol. Aujourd'hui, on n'enseigne plus ça, ou de manière très limitée, et à l'agro, qui est là où on forme les ingénieurs agronomes, il n'y a même plus de responsables là-dessus. Même à l'INRA, on ne travaille plus ces questions-là. Or, un des livres de base des lycéens agricoles pendant des années, c'était un livre sur le travail de la terre qui avait été fait par un très bon auteur qui connaissait parfaitement, qui s'appelait M. Soltner, et qui est vraiment le document de base. Les étudiants ne connaissent plus ce bouquin, qui sont en agronomie. C'est terrible, parce qu'en fait, c'est la base de toute l'agriculture, c'est comment on travaille le sol. Donc, moi j'espère qu'on va arriver petit à petit à... Mais ça veut dire qu'il faut qu'on interpelle aussi tous les responsables politiques. Et je me mets avec dedans. C'est-à-dire
concrètement, c'est bien de nous faire des beaux discours sur l'agriculture, les paysages et tout ça, mais concrètement, comment on fait pour renouveler les générations? Quels moyens on se donne? C'est bien beau de dire on va passer en bio, mais dans combien de temps? Comment on fait? Quels sont les moyens qui sont mis pour arrêter avec les pesticides? Parce qu'on a eu le Grenelle de l'environnement qui nous a dit on va diminuer de 50% les pesticides. On voit où on en est. On voit comment, oui, un peu pipeau quand même. On voit ce qui vient de se passer avec Monsanto qui vient de se faire condamner à Lyon. Pour la première fois, un agriculteur a gagné devant le tribunal pour avoir été contaminé, intoxiqué, donc devenu malade à cause d'un désherbant. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est terrible cette situation. On voit qu'on est dans un rapport de force, on a toujours l'impression de courir derrière. En même temps, on n'a jamais eu autant d'AMAP. La réappropriation par les consommateurs de l'agriculture, de l'alimentation n'a jamais été aussi importante. On n'en a jamais autant parlé. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont étonnantes d'un côté ou de l'autre, mais en même temps, il faut remettre ça vraiment en permanence dans le débat. Or, malheureusement, dans le débat politique, à part pendant les quelques jours du salon où on va voir les candidats qui vont aller taper sur le cul des vaches, et ce qui va être l'important du critère de l'intérêt à l'agriculteur, ça va être le nombre d'heures que chaque candidat va passer. Et donc, celui qui aura été le mieux reçu, c'est celui qui sera resté le plus longtemps. Et donc, je vous parie d'ores et déjà qu'on va avoir une course de vitesse entre Sarkozy et Hollande pour savoir qui arrivera le plus tôt le matin et qui partira le plus tard le soir. Et donc, ça va être ça le critère. Mais de débat sur l'agriculture, je ne suis pas sûr qu'on en aura beaucoup. Pour répondre au père de famille, il y a sur le débat mi-campagne, il y a des compagnies de théâtre qui prennent l'ensemble de ces éléments-là, par les AMAP, par le lien agriculteur, tout ça, et qui jouent dans les maisons de quartier pour faire l'information dans les maisons de quartier sur toutes ces problématiques-là, le monde bio, les AMAP, etc. Donc, ce que je déplore, c'est que si la compagnie de théâtre, elle travaille toute une année, elle fait que 5 représentations à la fin de l'année, quoi. Il y a trop peu. Et puis, il y a peut-être trop peu de compagnies de théâtre qui font cette vulgarisation-là. Et je voulais vous demander de faire le point de ce qu'est devenu le mouvement coopératif agricole et quel rôle il joue, bon ou nocif ou pas, dans la libéralisation, la mondialisation de son agriculture française. Alors que le rôle des coopératives et qu'est devenue la coopération agricole en France et quel est son rôle actuel. Alors c'est vrai que le mouvement coopératif en agriculture a été puissant et ça a été un vrai levier de manière très locale au départ, sur différents niveaux, puisqu'il y a eu des coopératives d'achat de produits pour produire, des coopératives pour commercialiser. On l'a vu en viticulture, mais on l'a vu aussi dans beaucoup de domaines. Puis après, il y a eu les coopératives d'achat de matériel agricole, qu'on appelle les CUMA, qui permet aux agriculteurs de se regrouper pour acheter du matériel. Donc on a différentes sortes de coopératives, et avec des tailles complètement différentes. Celles aujourd'hui qui posent des problèmes, ce sont les structures en fait coopératives qui permettaient d'acheter des produits, engrais, aliments et tout ça, ou de revendre des produits qui se sont mis à la place des marchands privés. On se rend compte que ces groupes coopératifs, qui étaient souvent sur quelques communes ou sur des départements, se sont regroupés parce qu'elles n'avaient jamais la taille suffisante et qu'aujourd'hui, on a des grands groupes coopératifs qui ont à peu près les mêmes politiques, pour ne pas dire pire parfois, que des groupes privés. Et on le voit notamment dans le lait de vache, dans le secteur laitier de vache qui est très concentré actuellement, où il n'y a que quelques entreprises, il y en a une douzaine au niveau européen, et sur cette douzaine, il y en a un peu moins de la moitié qui sont des coopératives. Mais ce sont des structures qui ont complètement échappé à leurs adhérents. Et donc le problème d'une coopérative, c'est qu'effectivement, ce soit les adhérents qui soient maîtres de la politique qui est menée. Or aujourd'hui, l'adhérent est complètement éloigné de sa coopérative. Une autre coopérative que j'aime bien citer souvent, où l'adhérent, on ne peut pas dire que ce soit lui qui décide, c'est le Crédit Agricole. Hein, je ne crois pas que ceux qui ont un compte au Crédit Agricole prennent souvent part aux décisions. Par contre, ils sont contents de vous faire prendre des parts sociales. Mais vous ne participez pas vraiment aux décisions. Et donc, on a cette dérive aujourd'hui des coopératives, des grands groupes coopératifs, qui sont nés d'une bonne idée,
mais qui ont dérivé par la taille et ensuite qui ont reproduit le modèle industriel en termes de production agricole ou de système capitaliste pour essayer de se développer encore plus, parce que la logique de toujours plus gros a continué. Donc, reprendre le modèle coopératif et l'idée coopérative est une idée juste. La dérive qui en a été faite aujourd'hui amène à réinterroger comment on reconstruit des coopératives. Et donc il faut repartir sur des niveaux effectivement d'unité de base locale, régionale, plutôt, et en connaissant l'histoire qu'on a vécue de cette dérive du système coopératif. On parle beaucoup des régions, mais est-ce que, il y a des régions, est-ce qu'elles jouent un rôle dans l'organisation, dans les problèmes agricoles? Alors, le problème des régions, c'est qu'en fait, l'agriculture, c'est une toute petite part dans leur budget. C'est pas véritablement, quand on regarde les aides de la PAC, ce que l'Europe ou les États injectent vers l'agriculteur et ce que les régions peuvent injecter, la part des régions est très faible dans le soutien à l'agriculture. N'empêche que les régions peuvent avoir, par exemple, sur la question des cantines, peuvent prendre des décisions très concrètes. Sur la question de la gestion du foncier, quand je disais on peut mettre en place des établissements publics régionaux pour accéder au foncier, ou par exemple les régions peuvent passer des contrats avec les SAFER, qui sont les organismes qui achètent et qui vendent la terre, en leur disant vous conservez, nous on vous paye la différence pour que vous conserviez la terre, jusqu'à ce qu'on installe des gens sur tel et tel critère. Donc les régions ont des moyens à leur niveau pour aller dans le sens souhaitable de l'agriculture. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de régions actuellement qui le font. Alors, je ne vais pas faire de la pub pour les écolos, parce que je ne suis pas là en tant que député écolo, quand même un peu. Il y a beaucoup de régions où ce sont des gens d'Europe Écologie qui sont en responsabilité sur les questions agricoles. Et où souvent ce sont des agriculteurs avec qui on était ensemble au syndicat avant ensemble, et qui ont pris ces responsabilités sur ces questions agricoles, et qui effectivement mettent en place les différents types de politiques dont je vous ai parlé. Est-ce que les subventions de la politique agricole commune sont les mêmes pour l'agriculture conventionnelle et l'agriculture par unité de surface? Alors, je suis incapable, alors qu'il est, de vous dire qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'on est au tout début du débat, donc on n'a pas encore défini les niveaux de soutien. C'est clair que le soutien à l'agriculture biologique est particulier par rapport aux aides classiques. Donc il y a toujours une aide séparée, on dit du deuxième pilier, et des aides directes. Donc ça va rester comme ça. Quels vont être les montants, on n'en sait rien aujourd'hui. Puisque dans le débat dans lequel on est en train de fixer les règles du jeu. On fixe les règles du jeu, une fois qu'on aura fixé les règles du jeu, ça va passer à la moulinette du débat entre les États, le Parlement et la Commission, et on verra ce qui va rester à la sortie. Et c'est là aussi, effectivement, qu'on aura besoin de vous pour faire pression, parce que s'il y a un moment, normalement, dans les projets tels que ceux qui ont été proposés, 30% des aides directes qui doivent être données aux agriculteurs doivent correspondre à des pratiques qui permettent de respecter l'environnement. On a d'ores et déjà, et on le sait, des pressions d'un certain nombre d'États qui disent il ne faut pas, on peut les supprimer, ces 30%, ou on va les réduire. En disant, puisque le budget va être réduit, il faut absolument, et pourquoi donner de l'argent pour faire ça? Qu'est-ce qui va en être? Est-ce qu'on va avoir à se battre là-dessus? Est-ce qu'il va falloir que les citoyens montent au créneau pour défendre les aides agro-environnementales par rapport aux autres? Voilà, ça, ce sont des choses très concrètes qu'il va falloir discuter dans l'année qui vient. Et c'est pour ça que je veux que les gens aient les éléments du débat. C'est pour ça que je fais pas mal de débats, que j'ai fait ce livre. C'est pour ça que les gens seraient appropriés pour que quand ils vont entendre qu'il faut se bouger les fesses pour défendre un modèle agricole, et ben ça va être là qu'il va falloir soit faire des pétitions, soit faire des, je sais pas, peut-être descendre dans la rue, je sais pas, sur des formes de manifestations plus ou moins sympathiques, mais j'espère plus sympathiques que moins, etc., etc. Par exemple, un sujet que j'ai pas, excuse-moi, que j'ai pas abordé, mais qui est un des thèmes centraux pour moi, qui interroge le modèle agricole dans lequel on est, c'est que je vous ai parlé de l'aide aux plus pauvres tout à l'heure, des 18 millions de gens, et donc ça représente un budget de 500 millions d'euros qui a failli être enlevé. Mais en même temps, donc j'étais à Bordeaux il y a 10 jours de ça,
à la banque alimentaire avec toutes les associations, et je leur avais proposé qu'on fasse un repas avec le gaspillage de la grande distribution. Et donc on a fait un banquet où on a invité la presse, rien qu'en mangeant des produits gaspillés, c'est-à-dire qui allaient aller à la poubelle si la banque alimentaire ne les avait pas récupérés. Et on a montré comme ça de manière claire aux journalistes la réalité de ce scandale. Est-ce que vous savez quel est le pourcentage de l'alimentation qui est produite en Europe et qui est jetée? Alors, combien? 40. Donc c'est 40% de ce qui est produit qui est jeté. Et qui paye? Vous? Tout le monde. On a 40% de la bouffe qui est jetée. Donc ça prouve que le prix qu'on paye pour les aliments est un prix qui n'a rien à voir avec ce qui est produit. Je vois que... Il y avait monsieur au fond. Est-ce que, puisqu'on n'est pas agriculteur, la plupart ici, est-ce qu'en tant que consommateur, on peut influencer les choix importants en consommant plus local, en consommant plus bio Alors, moi je crois qu'effectivement, en tant que consommateur par ces choix alimentaires, c'est clair qu'on fait réorienter la pratique et des transformateurs et de la distribution. Et ça permet aussi de lancer des circuits autres, des circuits courts, on a parlé des AMAP tout à l'heure, ou d'autres types de circuits comme ça, des marchés de proximité, voilà, il y a tout ça qui est en train d'émerger de manière forte et qui amène les distributeurs et les transformateurs à se poser des questions sur comment ils font. Par exemple, je pense à la Sodexo. Vous connaissez la Sodexo? De temps en temps, il y en a qui doivent y manger dans leur entreprise, il y en a après. La Sodexo, aujourd'hui, se rend compte, il est en train de théoriser le fait qu'il faut s'approvisionner local, bio, et donc elle est en train de lancer des contrats de proximité avec des agriculteurs dans les différentes régions où elle est, pour mettre en avant ce nouveau critère pour s'adapter à la demande. Et les livres-échangistes, ils voient ça de notre modèle? Le problème, c'est que les livres-échangistes, à partir du moment où il y a un marché, ça le fait. Simplement, là, on peut jouer à ça parce qu'il y a une pression des consommateurs qui s'est transformée en pression politique pour que, par exemple, dans les élections régionales, la question des cantines et de l'alimentation de proximité devienne un vrai critère. Et donc, comme à un moment, la Sodexo est très présente sur le marché de l'alimentation de collectivité, si elle est capable de dire ses produits locaux et de montrer les contrats qu'elle a avec les agriculteurs locaux, eh bien effectivement, on a avancé dans une certaine direction. Après, il reste à négocier le prix, c'est le problème après, mais c'est un autre débat. Mais là, c'est un sujet très concret. Par exemple, après, il va falloir voir comment on fait pour... Parce que cette question du gaspillage, ça va être une question centrale. Comment on empêche le gaspillage? Parce que la grande distribution gaspille, les transformateurs aussi, les restaurants aussi, classiques ou collectifs, mais le consommateur aussi gaspille. Qui c'est qui n'a jamais jeté un yaourt? Moi aussi. Voilà. Là, tout le monde, il n'y a pas grand monde qui... Il y a un circuit court qui se crée. Alors qu'il est encore bon. Mais souvent, il est bon pendant un mois. Donc, c'est pas la peine de s'emmerder. Mais juste pour finir ça, c'est que, par exemple, une action très simple. Alors, c'est vrai que souvent dans les produits bio, les yaourts, on peut les avoir par 2 ou par 4. Mais si tu vas dans un rayon de supermarché, souvent tu peux avoir les yaourts par 12, 16 ou 20. Ben, peut-être une action que moi je vous suggère, mais je ne sais pas, c'est peut-être illégal, j'en sais rien, mais je ne crois pas, ça serait d'aller dans le supermarché, chacun, si vous avez besoin que de 2 yaourts, coupez, vous en prenez 2 et vous les mettez sur la caisse. Juridiquement, c'est complètement possible. Mais je crois que voilà, des actions un peu collectives qui seraient menées par des citoyens. Bien sûr, c'est légal. Ils n'ont pas le droit de vous imposer. Voilà. Et simplement, quand on vous dit, on vous donne 24 yaourts pour le prix de 15 ou de 20, eh bien, les gens souvent se font avoir. Et puis ça reste au frigo parce qu'on n'a pas vraiment bref. Voilà. Bon, on va peut-être encore une ou deux questions parce qu'il va falloir que... Vous parlez des... 1, 2, 3. Allez. Vous parlez des produits régionaux. Bon, moi je consomme régional, j'achète mon lait
alternativement entre l'Allemagne et la France. Quand j'achète mon lait frais entier ou demi-écrémé dans les grandes surfaces ici, je paye ça 1,40. Quand je vais l'acheter à Kaufland en Allemagne, à Kehl ou à Offenburg, le lait bio entier et frais, je paye 0,95, le plus cher. Je voudrais bien savoir pourquoi il y a une telle différence de prix alors que... Alors, bon, je ne sais pas, parce que comme je ne connaissais pas, mais ça dépend peut-être du circuit de distribution. C'est poche, forcément le lait ne vient pas de 300 km. Enfin, ça, j'en sais rien. Tu peux avoir des laits bio en supermarché, il y a bien à traverser la France, même la Belgique ou l'Allemagne. Là, c'est du Alsace-Lait que j'achète ici. Non, mais il faudrait, tu vois, voir concrètement comment le prix est construit, combien il est payé aux producteurs, le transformateur, la distribution et comment tout ça est fait. Là, je ne peux pas te répondre. Je sais que les Allemands se plaignent que le prix du lait, on leur achète pas plus cher que chez nous. Donc, à mon avis, au niveau de l'achat, ça va être la même chose. Par contre, c'est les marges. Voilà. Et là, ce que je vous ai dit, il y en a un tiers qui ont disparu en 15 ans. Mais pourquoi les bananes de la Martinique sont moitié prix en Allemagne qu'en France? C'est parce que souvent, elles ne viennent pas de la Martinique en Allemagne. Parce que l'Allemagne s'est toujours battue pour avoir ce qu'on appelle la banane dollar. C'est la grande banane. Et donc Costa Rica, qui sont des grosses bananes qui viennent des grandes plantations d'Amérique centrale. Dole, c'est la compagnie Dole de la banane Martinique. au niveau mondial. Interne farfelue sur la courbure des bananes à l'intérieur de l'Europe, qui était en fait la bataille entre la banane anti et la banane dollar. On appelle la banane dollar, c'est une grande banane. Donc, si vous achetez les grandes bananes d'Amérique centrale, vous favorisez les multinationales. Donc n'achetez pas la grande banane Amérique centrale, United Fruit et compagnie, pareil. Voilà. Une pub. Une centaine de bénévoles qui se sont mobilisés dans un quartier pour faire le tour de l'ensemble des restaurants et récupérer un litre de soupe, une tarte aux légumes, qui arrive dans la clinique, dans les restaurants, ou le soir, dans les restaurants n'utilisent pas. Donc une centaine de bénévoles qui arrivent à nourrir le soir à 9h, une soixantaine de personnes, simplement en récupérant chaque soir dans les quartiers, dans les restaurants, ce qui Voilà, dernière question. Vous pouvez nous parler un peu du rôle et de la place des syndicats d'exploitants agricoles. Ça c'est une question pour GG là. Vous croyez y échapper? Non, c'est un débat qui est complexe. Enfin, parce qu'en gros, les syndicats agricoles donc, qui sont nés au début du XXe siècle se sont développés dans chaque pays. Et quand le débat de la politique agricole sont mis en place, c'est au moment où le modèle agricole qui a été soutenu par l'Europe était en même temps celui qui était mis en avant par ces syndicats agricoles qui, en gros, pour des raisons légitimes, disaient nos anciens vivaient dans des conditions effroyables, nous on veut vivre mieux, donc si on est capable de produire, on modernise, on aura une maison, on vivra décemment, etc. etc. Et donc, les syndicats agricoles, en gros, à la fin des années 50, entre les années 50 et les années 70, tous, tendances syndicales confondues, ont accompagné le modèle. Et on peut dire que la PAC a été construite d'abord pour rendre l'Europe autosuffisante, puisqu'on sortait de la guerre et que vraiment on était dans une situation de pénurie et que l'Europe ne produisait pas suffisamment. Donc ça a été vraiment ça la première chose. Et donc on a soutenu les agriculteurs avant l'histoire du GATT, ce que je vous ai raconté. Les aides, c'était des aides qui étaient à la production. C'est-à-dire que chaque fois qu'on produisait 1 kilo de blé, de viande ou de céréales, de lait, on avait une aide au kilo. Donc plus on produisait, plus on avait d'aide. Et donc c'était très incitatif à produire. Donc le modèle s'est développé, s'est financé comme ça, et les gens sont arrivés à se développer. Donc le syndicalisme s'est construit sur un modèle en accompagnant ce qui se construisait en même temps au niveau européen et les politiques nationales. Le problème, c'est qu'on est arrivé à un moment où, au milieu des années 70, on a commencé à se rendre compte des dégâts qui étaient liés à ce modèle, en termes d'élimination des plus petits paysans, en termes environnementaux, en termes de santé animale, bref, pour des tas de problèmes qui aujourd'hui sont des problèmes centraux de l'agriculture. Et que ce modèle, en fait, sur la quantité, créait plus de dégâts qu'il n'apportait de choses positives et qu'on pouvait produire autrement. Donc à partir de ce moment-là, au milieu des années 70, début des années 70, il y a eu une rupture, une cassure dans le syndicalisme agricole entre ceux qui ont continué à défendre le modèle et ceux qui ont remis en cause ce qu'on a appelé le productivisme.
Et c'est comme ça que deux branches sont nées dans le syndicalisme agricole. D'un côté, donc au niveau national, FNSEA, CNJA, et au niveau européen, COPA, COGECA, donc tout ce modèle-là. Et de l'autre côté, Confédération paysanne, qui ont donné Via Campesina et le mouvement paysan, qui remettait en cause le modèle d'agriculture industrielle. Et donc on a aujourd'hui ces deux tendances dans l'agriculture. Alors ça se complexifie, parce que même à l'intérieur des FNSEA, ils ont maintenant par exemple des sections bio. Donc il y a une section bio de la FNSEA. Donc il y a des choses qui sont plus compliquées, mais globalement il y avait ces deux tendances. Ce qui est clair, c'est qu'au niveau européen, à Bruxelles, le COPA-COGECA, donc l'ensemble a un poids de lobby considérable. Et que, comme au niveau national, les ministères de l'Agriculture étaient souvent et sont toujours co-gérés avec la FNSEA, au niveau de Bruxelles, il y a une certaine forme de cogestion avec le COPA-COGECA, et souvent les hommes politiques ne veulent pas se mettre à dos ce puissant lobby agro-industriel. Donc la bagarre aussi, elle est pour arriver à casser cette espèce de système de co-gestion entre ce modèle agro-industriel et les politiques. Voilà. Donc voilà un peu... C'est quand même un point de verrouillage. C'est un point sérieux de verrouillage. C'est le moins qu'on puisse dire. Pardon ? Vous êtes, Monsieur Beauvais, vous êtes fait connaître en France en luttant contre les OGM. Qui est-ce qui a repris le flambeau maintenant que vous avez d'autres responsabilités? Oui, il y en a plein qui continuent à... Colmar, il n'y a pas longtemps. Il y a des collectifs. Le problème, c'est que moi, j'ai jamais mené ce combat moi tout seul. Simplement, peut-être que j'avais une gueule peut-être sympathique à un moment donné, et que l'histoire a fait que... C'est pour ça qu'on est là. Et voilà. Donc c'est pour ça que j'assume aussi. C'est pour ça que je l'assume. Dites-nous maintenant à qui on pense quand on veut lutter contre les OGM. Ben, il y a la Confédération paysanne, il y a les faucheurs volontaires, il y a Greenpeace, il y a les Amis de la Terre, il y a... Voilà. Et puis Europe Écologie aussi quand même. Mais voilà. Donc, il y a France Nature. France Nature, voilà, on peut y aller. Donc non, il y a beaucoup d'associations. C'est un combat qui réunit, qui a fédéré, je pense, globalement l'ensemble des associations liées de près ou de loin à l'environnement. Il y a une vraie prise de conscience autour des OGM sur, la menace sur les semences et sur les risques courus au niveau environnemental. C'est pas vrai, il n'y a plus personne depuis que vous n'êtes plus à la télé, il n'y a plus personne. C'est pas vrai. Bon, en tout cas, demain, écoutez votre radio, ça sera le mot de la fin. Monsieur François, d'accord, mais enfin, non. des gens de terrain comme vous. Oui, mais demain matin à 9h, j'ai le verdict pour le dernier procès dans lequel je suis. Donc je n'étais pas tout seul, on était 8. Et donc, pour avoir fauché la dernière parcelle de maïs OGM en 2008, qui est la dernière parcelle de Monsanto sur le territoire français. Donc on l'avait fauché le 15 août 2008, parce qu'on s'est dit qu'il faut quand même fêter les fêtes religieuses à notre manière. Et donc on s'est dit quand même, ça serait bien de le faire comme ça. Donc on avait fauché cette parcelle. C'était très symptomatique, puisque c'était la dernière parcelle, elle était bien planquée. Vous ne devinerez jamais où elle était cachée. Elle n'était pas dans cette région-ci, elle était en Poitou-Charentes. Alors, elle était cachée où? Hein? Chez Royal. Pardon? Non. Elle était cachée, mais vraiment au pied de la centrale nucléaire de Simon. Parce que le chemin de ronde permettait à la fois de protéger la centrale et de voir si personne venait la faucher, la parcelle. Ce qui fait qu'on a fauché la parcelle, on savait qu'on se ferait arrêter, on s'en foutait. Nous, on a toujours fait ça dans les nucléaires, en assumant. Mais par contre, il y a une photo, les photos de presse sont extraordinaires parce qu'on est beau comme des dieux en train de faucher ce maïs avec derrière nous les 2 grandes tours de refroidissement de la centrale. C'est merveilleux. Bon, donc demain, on a le verdict, on espère qu'on sera vacciné. Merci beaucoup.